Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, ça marche. Parfait. Bon, alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette foire aux questions de la Fête des semences de Montréal, qui est organisée par Cultiver Montréal et présentée par Espace pour la vie. Mon nom est Julie, puis ce sera moi votre animatrice là, pour cette foire aux questions, pour la prochaine heure et demie environ. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. En plus, je vois que vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel. Donc, c'est parfait. Les foires aux questions virtuelles ont été organisées là, dans le but de recréer un peu l'expérience que vous auriez vécue normalement là, si vous aviez participé à la Fête des semences en présentiel. Donc, c'est vraiment pour rencontrer, faire la connaissance de nos semencières et semenciers locaux. Et puis, c'est aussi pour poser toutes vos questions. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail d'adaptation de tous et chacun, autant au niveau de l'organisation que de la participation, parce qu'on sait que s'adapter à une nouvelle réalité, hein, c'est pas toujours facile, ça demande un petit effort. Alors, nous vous remercions d'être présents. Je vais vous partager quelques détails techniques. Tout simplement, tous les événements là, de la Fête des semences vont être filmés et rediffusés. Donc, vous allez être filmé. Si vous préférez qu'on ne voit pas votre visage, vous pouvez éteindre votre caméra. Votre micro devrait normalement avoir été mis en sourdine, donc vous aurez juste à le réactiver lorsque ce sera la période de questions. Si vous avez la main levée, évidemment. Juste pour être sûr que ce ne soit pas trop chaotique, là, conservez votre micro fermé si vous n'avez pas la parole. Merci. Ensuite, pour les questions, c'est ça, il va y avoir une bonne période de questions. Si vous avez une question, vous avez deux options. Soit vous avez l'option de lever la main. Donc, sur la dernière version du Zoom, là, vous allez aller cliquer sur « Réaction ». Puis, dans « Réaction », il va y avoir l'option « Lever la main ». Si vous avez une version plus ancienne, il y a aussi cette option-là. C'est juste dans le coin où vous allez voir les participants. Vous allez pouvoir actionner « Lever la main » à ce moment-là. Si vous voulez poser votre question de vive voix. Sinon, vous pouvez toujours écrire vos questions dans le chat, puis on va vous donner la parole. On va relire votre question pour pouvoir avoir la réponse. J'aimerais également vous inviter à remplir le formulaire d'appréciation. Il y a un formulaire d'appréciation sur la Fête des semences dans son entièreté. On veut connaître votre opinion. Et puis, si vous le faites, vous courez la chance de gagner deux ensembles cadeaux d'une gracieuseté de la boutique du Jardin botanique. Et puis aussi des laissez-passer pour entrer au Jardin botanique, vous promener. Et vous allez même pouvoir visiter les serres d'exposition prochainement, vu qu'on ouvre bientôt. Puis on aimerait bien avoir vos commentaires par rapport à l'événement. Donc, le lien se trouve dans le chat. Vous pourrez répondre quand vous avez le temps. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos trois invités pour cette foire aux questions. Alors, on va saluer Catherine Gagnon-Macaille. Pardon. Bonjour. Catherine, bonjour, des Semences du Portage, qui est également accompagnée de son père, Yves Gagnon. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Ça va bien? Ça va très bien. Excellent. Nous avons également Ariane B. Louis XVI et Robbie Gobeil de Jardin La Villageois. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Et nous avons Jean-Philippe Ali de Les Fraises Alpines Louvre-Cœur. Bonjour à vous tous. Bon matin. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Alors, nous sommes fin prêts à écouter nos invités. Je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Nos invités vont à tour de rôle nous partager leur métier, leur expertise. Puis à la suite des trois exposés, des trois petites présentations, on va passer à la séance de questions. Donc, les questions pourront s'adresser à un ou à l'autre intervenant. Alors, nous allons commencer par Catherine Gagnon-Macaille des Semences du Partage, pour qui son moment préféré dans sa semaine de travail, c'est de guider la clientèle à travers le site Web pour découvrir de nouveaux produits, puis offrir des conseils pour améliorer la performance au jardin. Catherine, je crois que vous avez obtenu récemment la certification biologique d'Écoserre. Est-ce que ça se peut? C'est une belle réalisation, ça, pour votre équipe?
Oui, ben, ça fait longtemps que je voulais ça. J'ai certains producteurs qui sont certifiés biologiques, puis je n'avais pas vraiment le droit de le dire parce que c'est comme ça, la certification finalement. Fait que là, maintenant, c'est rendu transparent à 100%, donc je peux le mentionner quand c'est certifié biologique. Également, on a aussi une initiative qui, dans le but, en fait, de pouvoir rejoindre les autres producteurs qui sont, en fait, qu'on appelle culture nature. C'est donc, nos cultures sont sans pesticides, sans engrais de synthèse. Également, bon, on n'a aucun hybride, tout ça. Puis, on peut aussi contacter nos producteurs. Donc, c'est un circuit, finalement, de contact là, du client à mes producteurs pour pouvoir en apprendre davantage sur la méthode là, de culture de nos produits. Donc, voilà. Est-ce que ça vous tente de vous présenter oui. un petit peu Semences du Portage? Bien sûr, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Catherine Gagnon-Macaire. Vous êtes dans mon petit bureau de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Donc, moi, en fait, je travaille de la maison depuis toujours. Ça a toujours été ma méthode de travail avant COVID aussi. Donc, j'offre des cueillettes à la porte depuis, ça fait 5 ans maintenant que j'ai ouvert les Semences du Portage. J'ai mon père qui est caché plus loin derrière, que vous voyez, donc Yves, évidemment, qui est là avec moi pour me supporter dans les questions plus techniques. Moi, ma force, finalement, c'est la mise en marché des semences, évidemment, le site web, le service à la clientèle, un peu comme on disait juste un peu avant. Donc, c'est ici, avec mes 3 employés, qu'on vient pacter, finalement, les commandes. Et en ce moment, on vit une saison de fou. Je pense que tout le monde va le partager. Donc, c'est vraiment très intense. Le mois de janvier a été très surprenant. Je pense que tout le monde ici doit avoir fait ses commandes, probablement déjà, parce que vraiment, il y a eu un engouement fou. On est vraiment très choyés. On essaie de survivre à cette vague de folie, de commandes, de passionnés. Voilà. Ou sinon, ça ressemble à ça, en fait. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de rendre le site Internet accessible, tout ça, de venir vous rencontrer au Fête des semences habituellement aussi avec mon équipe. Puis voilà, donc c'est tout simple, en fait. Et évidemment, notre équipe, il y a moi, les gens avec qui je travaille pour l'expédition des commandes et tout ça, mais il y a évidemment, sans qui on ne serait absolument rien, nos producteurs de semences. Donc, on a maintenant 7 producteurs qui sont, comme on disait tout à l'heure, certifiés biologiques ou en culture nature. Et ils sont un peu partout, finalement, au Québec, principalement dans la Naudière. Ils sont ciblés là. En fait, il y a 5 ans, j'ai repris la mise en marché de l'entreprise Les Jardins du Grand Portage qui vendait leurs propres semences. Donc, mon père, Yves Gagnon, et ma mère, évidemment, Diane Macaire, qui est herboriste, avaient déjà une belle clientèle, avaient aussi, en fait, différencier les terrains avec des voisins au village pour permettre de faire plusieurs items, parce qu'évidemment, ça évite les croisements. Donc, pour éviter les hybridations et pouvoir offrir une meilleure offre, finalement. Donc, avec cette même idée-là, avec le temps, il y a d'autres producteurs qui se sont greffés à nous. Puis, on est devenu une belle petite entreprise avec 7 producteurs locaux. Puis, on est bien fiers de ça. Puis voilà, on est en train de vider leur stock cette année. Donc, ils sont choyés, je crois. Puis, nous aussi. Donc voilà. Ou sinon, bien, évidemment, je suis avec mon père qui est mon producteur principal. Ça reste encore lui, bien sûr, mon mentor, puis la raison de tout ça, de tout cet accomplissement. Donc, je vais lui léguer la parole aussi s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Puis si vous avez des questions tout à l'heure, ne vous gênez pas. Bonjour. Fait que papa, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Yves, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr, je vais ajouter quelque chose. Ça m'émeut tellement d'entendre Catherine parler parce que c'est ma petite fille, c'est ma cadette. Il y a 5 ans, on était un tout petit peu tannés, Diane et moi, de passer la journée à faire des paquets, en sachet des semences et puis à répondre à la clientèle. C'est pas qu'on n'aime pas répondre aux gens, mais on passait l'hiver à faire ça. On avait une employée dans la maison.
Et moi, en plus de la passion pour la génétique et la production de semences, j'ai une très grande passion pour l'écriture. Et le fait d'être pris dans la vente de semences pendant l'hiver, bien, ça m'enlevait beaucoup de temps pour l'écriture. Et Catherine, qui a étudié, qui a étudié en hôtellerie, ben, elle s'est rendue compte que c'était difficile pour elle de travailler sur le plancher. Elle avait un petit peu mal aux genoux. Puis en tout cas, puis je lui ai proposé, j'y ai montré ce qu'on faisait. J'ai dit, si jamais tu as envie de prendre la relève de la mise en marché, ça nous ferait vraiment plaisir. Et tout de suite, elle a vu qu'elle pourrait avoir un intérêt pour la mise en marché de nos semences. Et puis, elle a fondé son entreprise, Les Semences du Portage. Puis, on travaille ensemble très étroitement depuis ce temps-là. Et j'ai une grande fierté de l'avoir développé son entreprise, de l'avoir allé chercher des nouveaux producteurs avec qui on a une relation très étroite. Et c'est vraiment, je suis très, très fier de l'avoir allé puis de voir l'évolution de son entreprise. Alors, moi, ben, j'ai pu reprendre mes projets d'écriture. Cet hiver, c'est une vraie folie avec la maison d'édition, ben, les semences aussi. Mais j'avais 2 projets de réimpression. J'ai dû réimprimer 2 livres, donc il y a toujours des corrections à faire quand on fait une réimpression. J'ai une réédition de mon livre de jardinage, Le Jardin écologique, et j'ai une nouveauté aussi qui va sortir au mois d'août, un livre qui va s'intituler Les mots de la Terre. C'est une réflexion sur notre mode de vie et les changements climatiques, puis essayer de réfléchir à comment on pourrait aborder les prochaines décennies sans avoir un impact négatif sur le climat, sur les changements climatiques. Donc, Les mots de la Terre, ça va sortir au mois d'août. Ça va être lancé au Jardin du Grand Portage pendant l'été et lancé en librairie à partir de septembre. Donc, je suis content parce que je peux me consacrer un petit peu plus pendant l'hiver à l'écriture, ce qui me comble de joie. Et l'été, bien évidemment, je suis de retour dans mon jardin pour développer encore la génétique, améliorer la génétique des cultivars dont je produis les semences. Je veux juste terminer par cette petite anecdote là, sur la folie qu'on vit actuellement. Mais en fait, ça a commencé avec la pandémie l'année passée. Mais juste pour vous donner une idée, la tomate rouge dont on produit les semences et qui est assez populaire s'appelle la Mother. Puis normalement, quand je faisais une production pendant l'été, j'avais des semences pour 2 années. Et cette année, j'ai fait ma production qui a peut-être été un petit peu moins bonne que certaines années, mais on en a déjà plus des semences de Mother. À fin janvier, on n'en avait plus. Donc, on les a toutes vendues en 1 mois. Donc, ça vous donne une idée de comment les semences sortent. Ça n'a aucun sens. Pierre Gingras, qui est chroniqueur horticole à la presse, on s'est parlé récemment, puis il m'a dit qu'il y avait 2,9 millions de projets à caractère horticole au Québec pour 2021. Donc, 2,9 millions de petits ou gros jardins au Québec. C'est beaucoup de semences à rendre disponibles pour les gens qui rêvent à un jardin. Donc, je pense que tout le monde sent cette folie-là et on essaie, dans la mesure du possible, de répondre le mieux possible à la demande. Et c'est très intéressant de voir l'engouement pour le règne végétal que vivent les Québécois. Alors voilà, je pense que j'en ai assez dit. Oui, c'est parfait. On est bien content de vous avoir les deux aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec notre deuxième présentation. C'est Ariane B. Louis XVI et Robbie Gobeil du Jardin des Villageois qui ont comme mission ultime, je trouve que c'est vraiment une belle mission, de rendre les gens un peu plus heureux, autonomes et en santé, donc en cultivant leur propre potager. Puis je crois que vous vous sentez vraiment aligné avec votre mission lorsque vous avez vous-même là, les mains à la terre et que vous prenez soin des plantes. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Mm-hmm. Dans le fond, on est quand même pas mal 2 introvertis, puis on est vraiment dans notre élément quand on jardine et qu'on a les mains dans la terre. Ouais. Est-ce que vous sortez de votre élément quand vous êtes en foire aux questions comme maintenant?
Ça s'en vient, ça s'en vient. L'extension s'en vient. Mais ça va bien aller. C'est convivial, là. On va poser des questions. Vous allez vraiment être dans votre champ d'expertise, je suis convaincue. Oui, puis c'est le fun d'entendre aussi Yves et Catherine parler de ce qu'on a aussi un peu en semencier. C'est vraiment agréable aussi. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de vos jardins, de votre jardin? Oui, oui. Ouais. Ben, dans le fond, nous, ça fait 5 ans qu'on a commencé le projet. Puis, avec le temps, on s'est spécialisé dans la production de semences de plantes médicinales. Donc, c'est vraiment une passion pour nous deux. Puis, on distribue aussi beaucoup de fleurs, des plantes indigènes et des potagères. Puis, le projet a commencé un peu par hasard, je dirais. Dans le fond, c'était pas quelque chose de prévu. C'est vraiment Robbie, quand il a travaillé à une ferme, là, son mentor lui a transmis comme la connaissance de la récolte des semences. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que la graine a été semée. Oui, exact. Ouais. Puis au début, on avait vraiment un petit lot de semences. Ça allait commencer tout petit. Puis petit à petit, on a décidé de grossir tranquillement, pas vite. Puis l'année passée, c'était la première année qu'on faisait ça là, presque à 100% comme travail. Fait qu'on est vraiment content de ça. Puis ça a commencé aussi en Estrie, le projet. Donc, on était vraiment en location. On vivait dans une petite maison roulotte. Oh, les propriétaires nous laissaient cultiver. Puis, on s'est rendu qu'on avait des jardins chez tous les voisins. On s'est dit, je pense qu'il faut qu'on change. Puis, c'est justement dans une fête de semences qu'on a rencontré la personne qui nous a vendu notre maison puis le terrain qu'on a en ce moment. Puis, on a déménagé à Sainte-Agathe-de-Loubinière, une région qu'on ne connaissait pas du tout, mais comme la vie nous a emmenés là, puis on s'est dit, OK, il faut qu'on suive ça, puis c'est là qu'on est allé. Ouais. Fait que c'est ça, on est rendu à Sainte-Agathe-de-Loubinière, ça fait maintenant 2 ans. Donc là, on installe les jardins, on est vraiment encore en installation. On a un terrain d'1 acre, puis déjà, c'est plein, là. Ça déborde. Fait que des arbres, parce qu'on implante un peu de tout, puis on s'intéresse pas mal à tout, autant au potagère, médicinal, puis plantes sauvages, puis on en récolte beaucoup aussi. Fait qu'on est vraiment varié, puis je te dirais qu'on est fasciné par toutes les plantes, puis tout ce qu'ils peuvent nous amener, là, c'est vraiment incroyable pour nous. On aime beaucoup le règne végétal, dans le fond. C'est vraiment passionnant. Puis c'est ça, ici, dans le fond, on cultive de manière écologique. On n'est pas certifié biologique, mais c'est écologique, donc pas d'engrais chimiques et compagnie. Puis sinon, ben, nous autres, on est dans un sable, pas dans un sable, dans un sol très sablonneux. Donc, on s'est aperçu que c'est un nouveau défi parce qu'avant, on était dans la glaise. Donc là, c'est toute une nouvelle approche. Ben, c'est vraiment passionnant parce qu'on apprend la vie du sol puis à reconstruire le sol. Donc, c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Puis c'est vraiment la passion qui nous allume à ce niveau-là. Vraiment la vie, puis augmenter la vie des sols. Puis le sol vivant aussi, c'est super passionnant au travers de toute la production de semences. Puis c'est ça, ici, on est en zone 4B pour ceux que ça intéresse. Puis sinon, c'est ça, on essaie de faire nos composts le plus possible, nos purins, nos différentes solutions bactériennes et compagnie. Donc, il y a vraiment un éventail à explorer à ce niveau-là. Et c'est encore un volet très intéressant et très large à explorer dans l'agriculture. Donc, c'est ça. Puis aussi, ça, je voulais le dire, c'est que nous autres, on se voit présentement comme une petite oasis. C'est-à-dire qu'on est vraiment perdu dans le désert des champs de maïs. On est entouré par ça. Puis nous autres, notre petit lot d'un acre, bien, on développe la biodiversité. Puis c'est vraiment les deux extrêmes, mais c'est ça. C'est intéressant à voir et à voir évoluer. Fait que je vous dirais que c'est ça. Je pense que ça fait le tour de notre petite introduction. Qu'est-ce qu'on fait, qui qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis où est-ce qu'on s'en va, ben là, on va voir, mais on va continuer à faire des semences, puis à découvrir les plantes qui nous entourent, puis à partager ces plantes-là avec tout le monde au Québec. Fait que... C'est parfait, ça fait bien le tour de votre mission puis de votre entreprise. Merci. J'ai hâte de vous poser des questions. Notre dernier invité, et non le moindre pour cette fois aux questions, nous avons Jean-Philippe Ali de Les Fraises Alpines Louvre-Cœur. Et pour qui son moment préféré dans sa journée ou dans sa semaine de travail, c'est de faire découvrir le goût unique de la fraise alpine, de parler avec enthousiasme de ses produits avec des gens intéressés,
Puis je pense que ça tombe vraiment bien que ce soit ça votre moment préféré parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez parler avec plein de gens super intéressés qui vont vous poser plein de questions. Donc, la parole est à vous, Jean-Philippe, si vous voulez vous présenter un peu plus. Merci à toi, Julie. Je remercie Ariane et Robbie, Catherine et Yves. C'était une belle présentation. Moi, dans le fond, j'ai préparé un petit diaporama pour me simplifier, disons, euh, pour simplifier ma suite ouais, euh, là, je vais partager. Bonjour. Dans le fond, moi, je m'appelle Jean-Philippe Allais, je suis artisan sélectionneur. Euh, je- euh, je- Voyons. Ah, Excusez-moi, c'est la première fois que je fais un live dans ma vie. Dans le fond, je m'appelle Jean-Philippe Allais, je suis artisan sectionneur spécialisé en fruits oubliés. J'ai l'entreprise des fraises alpines Ouvracoeur. Grosso modo, moi, j'ai été formé il y a une quinzaine d'années pour être jardinier, pour faire des paniers biologiques. Fait que, pendant plus de 15 ans, j'ai œuvré comme à titre d'ouvrier agricole spécialisé en production biologique dans des jardins maraîchers pour faire des paniers bio. Pour faire différentes mises en marché. J'ai pu travailler dans des vignobles, dans différentes mises de différentes cultures. Au fil des années, dans le fond, j'ai pu faire de la cueillette de petits fruits que j'amenais au restaurant de Québec. Ce qui m'a amené à découvrir la fraise alpine. Euh, Dans le fond, là, ça fait 8 ans que je fais de la recherche et de développement sur les fraisiers alpins, dans le but de développer une pépinière grossiste spécialisée dans la production de plants select pour les pépinières et les autres. Euh, dans le fond, moi, j'exploite. Attends, ah! Excusez-moi, je vais respirer. Oui, ben, je te propose, si tu veux, tu peux prendre un petit 30 secondes là, pour prendre une grande respiration. J'avais une question je me suis fait demander, je me suis fait poser comme question que le son de Ariane et Robbie était peut-être un peu, peut-être qu'on les entendait pas bien. Est-ce que vous avez bien entendu leur présentation? S'il y a quelqu'un d'autre qui veut juste me confirmer que, comme ça, pour la suite, on va bien, juste pour, sinon, réajuster le tir en attendant. Mais oui, vous avez bien entendu? OK, excellent. Parfait. Jean-Philippe, tu peux continuer. C'est super intéressant. Il n'y a pas de stress. OK. Là. C'est Ouais, super bon. moi, j'ai l'habitude d'entendre les gens ou quoi de même, là, mais Ben oui, mais ça va euh, bien aller. C'est parfait. Là. comme dans le fond, vous voyez, moi, j'exploite un terrain principalement en sable. Au fil des années, moi, j'ai pu, c'est ça, grosso modo, pendant 15 ans, j'ai pu faire différentes entreprises dans différentes régions du Québec dans le but de pouvoir voir différents types de sols en différents climats. Au fil des années, j'ai pu, disons, avoir différents mentors qui m'ont transmis un peu leur passion. Il y a plusieurs années, dans le fond, j'ai pu rencontrer une personne qui m'a fait découvrir la fraise alpine. À partir de là, moi, j'ai pu commencer un projet de recherche et développement sur la fraise alpine dans le but de pouvoir faire. Là, je me répète. Euh, 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 Dans le fond, mon entreprise est située dans la MRC de Deux-Montagnes. Je suis principalement, comme j'ai dit, en sol sableux. Fait que j'applique des techniques, disons, en culture écologique, c'est-à-dire je fais un travail de sol manuel. Au fil des années, j'essaie de développer des outils pour faciliter le travail en jardin. C'est-à-dire comme des cultivateurs à roues et d'autres sous-produits. Je cultive, dans le fond, sans pesticides ni engrais chimiques. Je suis pas en certification biologique parce que euh, parce qu'en ce moment, je ne juge pas essentiel.
Mais par contre, je préconise beaucoup les fleurs en jardin, d'où pourquoi je vends beaucoup de semences de fleurs. Dans le fond, puis sinon, les fraises alpines ouvre-cœur se retrouvent être un projet à caractère volet social aussi. Dans le fond, moi, je travaille avec les carrefours jeunesse emploi de la MRC de Deux-Montagnes, situés dans ma région, pour développer des projets prototypes pour créer l'implication sociale et volontaire chez les jeunes, dans le but disons, leur fournir un endroit pour qu'ils puissent développer des attitudes et des compétences en travail. En milieu de pépinière et jardin. Fait que moi, je les sors, disons, leur zone de confort pour les amener dans des activités physiques qui ne feraient pas autrement. Puis en même temps, ça permet de développer l'autonomie alimentaire. Grosso modo, puis par la suite aussi, au fil des années, j'ai pu développer des partenariats avec des entreprises et des distributeurs officiels. Dans le fond, comme Paysage Gourmand, les Jardins Michel Corbeil, Berry, puis le Rucher Boltonois pour, dans le fond, faire de la vente de plants select. C'est quoi j'entends par plan select? C'est que, grosso modo, moi, dans ma sélection, je sème 2000 semences. Sur les 2000 semences, j'en garde moins qu'une centaine. Puis ces centaines-là, c'est eux que moi, je revends par la suite. Puis, dans le fond, c'est ça. Je fais de la vente de semences de produits diversifiés pour faire du compagnonnage bénéfique pour attirer les pollinisateurs, les autres alliés. La vente de plants est principalement faite au centre jardin et aux professionnels. Fait que, si vous voulez avoir de mes plantes, mais il faut que vous contactez un entrepreneur de votre région, un marché ou autre, pour qu'il puisse m'appeler puis faire une entente. Fait que, grosso modo, ça se retrouve être pas mal ça. La dernière petite photo elle représente, dans le fond, tout le travail disons, de sélection que j'ai pu faire sur la fraise jaune au fil des années. Comme vous voyez sur les fraises de gauche, les fraises jaunes sont beaucoup plus grosses comparativement aux fraises rouges. C'est parce que, dans le fond, ça fait plusieurs années, ça fait beaucoup plus d'années que je sélectionne la fraise jaune, tandis que la fraise rouge est plus petite. Puis, tu sais, comme la fraise jaune est plus sucrée, je tends à diminuer la production de fraises rouges. Fait que ce serait pas mal ça. Parfait. Bien, merci. Merci, Jean-Philippe. C'était parfait. Hein? Les foires aux questions, là, c'est pour recréer un peu l'ambiance qu'on aurait eu au kiosque. Ce n'est pas un cours universitaire. Donc, c'est parfait. Merci. Ça nous a même donné faim, en fait. C'est plate qu'on ne puisse pas déguster pendant les foires aux questions. Alors, ben, merci. Maintenant, c'est le temps de passer justement à la période de questions. Comme mentionné un petit peu plus tôt, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Vous levez la main, lorsque je nomme votre nom, vous posez votre question. Vous ouvrez votre micro, évidemment, puis vous le refermez ensuite. Ou vous pouvez inscrire directement vos questions dans le chat, puis on va un peu alterner là, entre les deux. Je vous avais déjà parlé du formulaire d'appréciation. Je vais juste vous le rappeler là, rapidement pour ceux qui nous ont joints par la suite. Il y a un formulaire d'appréciation que vous pouvez remplir et courir la chance de remporter 2 paquets cadeaux, une gracieuseté de la boutique du Jardin botanique et de laisser passer pour le Jardin botanique également. Voilà le lien dans le chat maintenant. Parfait. Voilà, alors je pense qu'on peut commencer par les questions. Alors, je vais commencer tout de suite avec, j'ai vu une question dans le chat. Ça faisait un petit moment que j'avais vu, je pense que c'était dans les premières. Il y a quelqu'un qui se demandait, par rapport aux betteraves, c'était Émilie Vigée-Boisclair qui demandait comment conserver la betterave pour l'hiver pour avoir les graines l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à cette question? Ben, moi, je peux répondre si vous voulez que je réponde à cette question. Oui, on veut. Allez-y. Alors, pour la production de semences de betterave, on fait à la fin octobre une sélection des plus belles racines.
qu'on a produites évidemment pendant la saison. Pour qu'il y ait une bonne diversité de gènes, moi, je recommande un minimum de 25 racines. Donc, on les entrepose en chambre froide, donc à une température de 1 ou 2 degrés à 90-95 % d'humidité. C'est les conditions qu'on atteint dans une chambre froide creusée dans la terre. Et puis, pendant l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf peut-être d'ôter les quelques feuilles qui peuvent se développer. Cette année, la fin de l'automne a été chaud, donc ça a pris du temps pour que la température baisse dans la chambre froide. Donc, il y a eu un peu de germination des légumes racines. Donc, quand ça arrive, il faut ôter les feuilles. Et les racines vont être plantées dans le jardin, dans une parcelle enrichie au compost mûr, à peu près aux 50-60 cm. Et puis, on laisse le plant se développer. La betterave est bisannuelle. Donc, au début, elle va développer du feuillage. Ça fait des longues tiges. Qu'on peut laisser rampantes au sol. Si on les laisse au sol, c'est bon d'avoir un paillis. On peut essayer de les faire grimper aussi. C'est un peu anarchique la façon que ça se développe. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une floraison, puis les glomérules se forment à partir du mois de septembre. Et la récolte se fait en général en octobre, là, vers la fin octobre. On récolte les longues tiges, on les met dans un endroit sec à l'abri des intempéries, un endroit bien ventilé pour que le mûrissement se complète à l'intérieur. Et à un moment donné, on les frotte, puis les glomérules se détachent. Et on récolte à ce moment-là les glomérules qui sont des espèces d'organes dans lesquels il y a entre 2 et 4 semences. Fait que ce qu'on achète, quand on achète des semences de betterave, c'est des glomérules. Donc, il faut savoir que dans un glomérule, il y a plusieurs semences. Alors voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, absolument. Très complet comme réponse. Merci, Yves. Je demanderais à Roselyne Michaud si vous voulez activer votre micro puis nous poser votre question. Que vous m'avez bien entendu, Madame Michaud? Oui, OK, oui, mais vous allez y arriver. C'est ça que je parlais d'effort, hein? C'est ça que je parlais au début de la conférence. Oui, voilà. Oui, moi, j'ai des semences de fraises alpines et je me demandais à quel moment je devrais commencer à les mettre en pot. Parce que moi, ce n'est pas dans un jardin, ça va être en balconnière, là, en vue qui poussent cet été. Je ne pense pas que j'aurai une production, là, mais j'ai reçu mes semences, j'en suis très contente. Puis c'est ça, je voulais savoir à quel moment je devrais commencer mes petits pots dans la terre. Bonjour madame, bonjour à tous. Oui. Dans le fond, grosso modo, là, moi, ça fait 8 ans que je suis en recherche et développement. J'ai toujours stratifié mes semences dans le passé. Maintenant, la fraise alpine, dans ses vieux écrits, se prénomme la fraise de tous les mois. La fraise, elle demande 150 jours en moyenne pour du semis au premier fruit. Puis elle n'est pas, comme elle n'est pas, disons, sensible par les saisons, elle, c'est vraiment, elle marche au nombre de jours. Euh, au fil des années, j'ai arrivé à faire germer des semences à tous les mois de l'année. Dans le fond, les seules différences entre des semis, disons, partis en début d'hiver puis des partis en fin d'hiver, disons, c'est que le semis, disons, un semis de décembre à mars vont produire en début d'été. Ils vont devenir disons, plus massifs au courant de la saison.
Tandis que le semis qui est parti un petit peu plus tard dans la saison, des fois, on n'a pas nécessairement tous des systèmes intérieurs de lumière. Puis, fait que, à ce moment-là, moi, je conseille d'essaimer un petit peu plus tard dans la saison. À ce moment-là, le fraisier ne va pas nécessairement produire des fraises au mois de juin, mais il va produire plus tard dans la saison. Euh, L'avantage des fraisiers alpins, c'est que du moment qu'il commence à produire des fruits, lui, il ne lâchera pas sa fructification jusqu'au gel venu. Fait que, si le plant il commence à produire au mois de septembre, mais il va produire jusqu'au mois de novembre, puis l'an prochain, il va recommencer à produire vraiment pour toute la saison. Euh, Sinon, les autres aspects ouais, c'est ça, là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, là. Oui, merci beaucoup. Je peux en parler pendant 6 heures. Là, fait que... C'est parfait. Merci à vous deux. Merci. Madame, c'est parfait. Merci d'avoir refermé votre micro. Excellent. J'ai une question ici qui est directement posée à Yves Gagnon. Peut-être que Ariane et Robbie aussi peuvent répondre, mais la personne, en fait, c'est Diane Brouillette. Elle recherche des conseils bio ou gentils avec la nature là, pour cultiver la roquette, parce qu'ils ont des problèmes avec les altises. Est-ce que, Ariane et Robbie, vous avez des conseils pour ça ou on laisse? Oui, nous autres, on peut répondre. Dans le fond, on a le même problème. C'est qui parle? C'est qui la dame, déjà son nom? C'est Diane Brouillette. OK, Diane. Donc, Diane, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est principalement les filets parce qu'on a le même problème. Dans le fond, tout ce qui est de la famille des brassicacées, on ne peut pas les cultiver si on ne met pas de filet. Donc, dès le début, dès le semis, l'extérieur, donc on met le filet. Puis après ça, on est correct pour toute la saison. Quand tu en as besoin, tu enlèves le filet, tu récoltes. Puis ça évite vraiment les problèmes là, avec les filets, puis ça ne coûte pas très cher. Tu mets des arceaux, tu mets le filet, puis tu mets des poids pour tenir le filet en place. Puis ça ne laisse pas passer les petits insectes. Assure-toi juste que le filet, les mailles sont assez petites pour ne pas laisser passer l'altise parce qu'elle est quand même très petite, l'altise. Donc ça serait notre conseil, puis c'est notre solution présentement qu'on utilise. Là. Peut-être qu'Yves, il y a d'autres trucs aussi. Oui, c'est ça. Mais merci. Yves, est-ce que vous voulez ajouter? Ben, j'aurais répondu sensiblement la même chose, mais ce que je pourrais rajouter, c'est que pour avoir une roquette de qualité, il faut vraiment la semer tôt au printemps pour pas qu'elle soit exposée à trop de chaleur. Et moi, les meilleurs résultats que j'obtiens avec la roquette, c'est la roquette d'automne. Donc, un semis à la fin du mois d'août pour récolte à partir du 25 septembre et tout le mois d'octobre. C'est vraiment à ce moment-là que la roquette est la plus intéressante. Mais effectivement, au printemps, c'est une nécessité d'utiliser des filets anti-insectes. Voilà. Parfait. Merci à tout le monde. Marie Caro, est-ce que vous nous entendez? Voulez-vous nous poser votre question? Oui, bonjour. Ma question, je ne sais pas s'il y a des gens de vous, c'est sur les bébites aussi, s'il y a des gens qui font pousser de la courge entre vous, puis moi, je suis dans la région du sud du Québec, là, dans la Gatineau, puis on a été extrêmement attaqués depuis l'année passée par la perceuse de la courge. Je pense que c'est nouveau, ça venait des États-Unis, puis on n'en avait pas avant. Que pour les semenciers d'entre vous qui êtes plus dans le sud, est-ce que vous avez des trucs contre la perceuse de la courge? Avez-vous été attaqué? Puis, parce que je ne sais pas, en mettant des filets, j'empêche la pollinisation. Fait que là, je ne chauffe pas. Fait que c'est ça, c'est ma question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Moi, je n'ai pas eu de problème avec cet insecte-là encore. J'en ai entendu parler. Robbie, Ariane? Oui, nous autres, on en a eu un peu la première année sur les melons, mais là, on n'en a plus. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la première année de ça. Je sais qu'il y a des prédateurs aussi qui s'installent. Mais on pense que c'est ça. Je pense qu'une bébite noire assez grosse puis qui suce la sève, si je ne me trompe pas. Mais
Non, on n'a pas eu de problème avec ça encore. Là. On a d'autres bébites. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les ravages de l'insecte dont vous parlez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, désolée, je n'étais pas capable de réactiver mon micro, c'était bloqué. Donc, c'est comme en fait, c'est un papillon, puis c'est la larve du papillon qui ressemble à une espèce de coléoptère avec des pinces. Puis le papillon, c'est ça pond ses œufs à la base des plants des courges. Les melons sont attaqués aussi. Les seules courges qui n'ont pas beaucoup été attaquées, puis dans mes lectures, j'ai vu qu'ils semblaient moins aimer cette courge-là, c'était les butternuts. Mais la buttercup, les spaghettis sont tous attaqués. Les melons aussi, puis la courgette aussi, en fait. Moi, j'ai perdu tous mes plants de courges, courgettes, etc. Donc, ça pond les œufs à la base du plant, vraiment à la surface du terreau. À quel moment de la saison? Oui, autour de juillet. D'accord. On ne voit pas les dommages tout de suite. Les œufs vont rentrer dans la tige à la base, fait qu'on voit un trou éventuellement. Puis la larve va manger l'intérieur de la base de la tige. Puis c'est 2 à 3 semaines plus tard qu'on voit les dommages quand finalement il est trop tard parce que le plant finalement sèche, parce que la sève ne monte plus dans le plant. Puis les feuilles jaunissent, puis ça sèche. Puis le plant meurt dans 3 semaines, 1 mois. De ce que j'ai vu, il n'y avait pas vraiment de prédateurs encore parce que comme c'est une nouvelle bébite, ben, il n'y a pas de prédateurs encore établis. Il y a des gens qui ont essayé des traitements au BTK, ça marche plus ou moins. Il y a une fille qui a réussi apparemment, quand elle a vu l'attaque tout de suite au début, d'aller ouvrir la tige à la base de la courge pour aller sortir les œufs puis renterrer la tige parce que la courge va refaire d'autres racines. Donc, ça l'a sauvé son plant. Il y en a qui ont essayé de mettre du papier d'aluminium autour de la base du plant parce que c'est vraiment là que les œufs vont rentrer. Ils ne vont pas rentrer plus haut dans la tige ou plus profond dans la terre. Fait que je voulais essayer des trucs, mais je me demandais si vous n'aviez pas eu ça. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu un seul plant qui a été attaqué. Tous mes autres plants étaient corrects. Puis l'année passée, j'ai complètement tout perdu. Puis dans la région ici, puis je sais que d'autres personnes, j'ai entendu dans l'Estrie, ont perdu toute leur récolte aussi. Fait que c'était vraiment très ravageur. Puis c'est un papillon de nuit, fait qu'on ne le voit pas vraiment, on ne le voit pas passer. Fait que à suivre. Merci quand même pour votre aide. Parfait, merci. Merci à tout le monde. Je voulais juste aussi vous mentionner qu'il va y avoir les courriels de nos intervenants qui vont être déposés dans le chat. Donc, si jamais vous avez des questions très spécifiques, vous pourrez leur envoyer vos questions. C'est sûr que je vous demanderai à tous et à chacun d'être bienveillants parce que comme je pense que vous l'avez tous dit, là, c'est vraiment une saison très occupée. Donc, si vos questions ne sont pas répondues la journée même, s'il vous plaît, armez-vous de bienveillance et de patience. J'ai la question ici de Sandra Sergerie qui, je crois, demande à Ariane et Robbie, mais peut-être que Jean-Philippe aussi, vous pouvez répondre aussi à la question. Vous avez parlé que vous avez dû augmenter la vie d'un sol. Comment le faire? Il y a beaucoup de moyens. Présentement, c'est sûr, nous autres, on ajoute du paillis, du compost, on a ajouté du fumier aussi. On met beaucoup d'éléments divers. Là. On a aussi du broyat. Donc, quand on coupe des arbres ou des branches, on le fait mettre pas du BRF, c'est du broyat de bois, vraiment des petites éclisses, là, disons. Là. Fait qu'on rajoute ça aussi. On fait aussi des purins. On applique de la consoude directement sur le sol avec du paillis dessus. Donc, la décomposition se fait, puis ça aggrave les sols. Puis sinon, on va aussi faire le test avec le biochar, donc du charbon de bois. Donc, cette année, on va essayer ça d'incorporer ça à l'automne, puis voir les résultats, parce que justement, on est en sol sableux. Donc, ça va vraiment aider à la rétention de l'eau, parce que c'est un des problèmes dans les sols sableux.
Puis, ouais, en gros, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si Cyrielle, tu as quelque chose à Oui, rajouter. c'est sûr qu'on fait juste du travail principalement manuel à bras, c'est-à-dire qu'on rotocule seulement, mettons, quand on veut ouvrir une nouvelle parcelle. Puis après, les autres années, on ne touche plus jamais. On va faire de la grelinette un petit peu, on va bêcher, mais on ne va jamais repasser de rotoculteur. On va vraiment miser sur, comme Roby dit, l'ajout de plusieurs types de matières organiques, des purées de plantes comme de l'ortie, par exemple. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on fait macérer des feuilles d'ortie pendant plusieurs jours dans l'eau, et après on verse à certains endroits dans le jardin. Des choses comme ça. Ouais, Ça fait un bon survol. Ça fait le tour de nos techniques, disons. Là. Ouais. Peut-être sans trop rentrer dans le détail de comment faire, mais... Ouais. Ouais. C'est parfait. Je pense que ça a bien répondu à la question. Merci. Il y avait la prochaine question. En fait, tout le monde a plein de bons commentaires pour vos présentations. Prochaine question. Attendez. Est-ce possible d'avoir des explications sur les distances d'isolement à respecter? L'hybridation naturelle, les préoccupations inhérentes au métier, et quelles variétés sont sujettes quand vous parlez d'améliorer la génétique? Qu'est-ce que ça implique? Ouf, ça c'est comme un mélange de plein de questions. Est-ce que vous voulez que je la décortique un peu? Est-ce possible d'avoir des explications sur les distances d'isolement à respecter? Peut-être qu'on peut commencer avec ça. Voulez-vous que je réponde à cette question-là? Allez-y, oui. Puis après ça, peut-être qu'Ariane, Roby pourront compléter. Alors, les distances séparatrices pour éviter les croisements varient selon les espèces. Je dirais qu'avec les tomates, c'est 5 mètres de distance entre 2 cultivars pour éviter les croisements. Les laitues, ça peut être 20 à 25 mètres. Puis les poivrons, dans la même famille que les tomates, c'est beaucoup plus, 150-200 mètres. Évidemment, les distances séparatrices vont varier selon la présence d'écrans. Alors, si on est dans un terrain plat où il n'y a pas d'arbustes ou de plantes hautes, le pollen il peut circuler davantage, donc les distances séparatrices sont plus grandes. Quand on a des écrans, des brise-vents, on peut réduire un tout petit peu les distances séparatrices. Il y a beaucoup d'espèces que c'est 1 kilomètre, donc les oignons sur lesquels je travaille actuellement. Je fais la sélection de mes bulbes qui vont être plantés au mois de mai. Donc, pour expliquer un tout petit peu comment on fait la sélection, je vais vous donner l'exemple de l'oignon. Je produis à peu près 1000 oignons par saison que je récolte au mois d'août, que j'entrepose dans ma dépense dans la maison. Puis, au mois de décembre, au mois de janvier, je fais un tri de mes oignons, donc tout ce qui est ramolli, tout ce qui germe prématurément, je les mets à part pour les manger en premier. Et rendu au début février, je vais tout vider mes poches d'oignons et je vais sélectionner une centaine de bulbes parmi ceux qui ont la plus belle forme, qui sont les plus fermes et qui ne donnent pas de signes d'être atteintes par des maladies, donc qui pourraient avoir des zones brunes. Et ces 100 bulbes-là, je les ai montés à Montréal pour les mettre dans un frigo qui était disponible. Donc, j'ai mis ces 100 bulbes-là dans un frigo pour les stabiliser. Et au début de mai, je vais les planter dans mon jardin, dans un sol amendé avec du compost. Et c'est là que les bulbes vont germer, ils vont faire des feuilles, des fleurs, etc. Donc, la distance séparatrice pour les oignons, pour éviter des croisements, c'est 1 kilomètre. Donc, évidemment, c'est impossible d'avoir 2 cultivars en production dans un espace restreint. Et il y a beaucoup d'espèces comme ça, comme les cucurbitacées, c'est 1 kilomètre aussi. Le maïs, ça va jusqu'à 3 kilomètres de distance. Donc, les distances séparatrices, on peut trouver cette information-là dans des livres, probablement sur Internet aussi, mais ça varie de 5 mètres pour la tomate
à 3 km pour le maïs, qui est la distance, à ma connaissance, qui est la plus importante. Alors, je ne sais pas si Ariane et Roby voulaient rajouter quelque chose à mon explication. Non, je pense que c'est assez complet pour les contraintes, la mise en place des distances entre chaque espèce. Ouais, ça, nous autres, c'est notre travail de semencier de respecter ces distances-là pour éviter justement l'hybridation, puis d'authentifier le nom de la variété qu'on distribue. Donc, avec les plantes médicinales, est-ce que vous avez trouvé des sources d'informations pour ces distances séparatrices-là? Parce que moi, j'ai un peu de difficulté à trouver cette information-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un livre qui s'appelle Seeds to Seeds. Ouais. Lui, il y a quand même beaucoup d'informations, mais sinon, on demande à un semencier américain qui s'appelle Richo de Strictly Medicinal Seeds. Lui, il nous guide beaucoup parce que c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Là. Vraiment pas beaucoup. Fait que on se réfère à d'autres semenciers qui ont plus d'expérience que nous. Là. Donc, ouais, ça ressemble à ça. Parfait, merci. Il y a aussi Lise Milmore qui demande quelle est la particularité de la fraise alpine. Jean-Philippe, est-ce que ça tente? Ouais. Oui. Je vais essayer de ne pas prendre l'heure qui s'en vient. Non, non. Mais grosso modo, dans le fond, la fraise alpine, un des gros avantages, c'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on peut la partir à tous les mois. Elle va commencer à fructifier. Elle fait une fructification disons, toute la saison. L'autre très gros avantage, c'est qu'elle ne produit pas de stolon. Fait que, c'est beaucoup plus facile à gérer en jardin. Ça pousse très, très bien en pot. C'est une plante qui va prendre, la dimension du pot. Fait que plus qu'on lui donne de place, plus que le plant il va devenir gros. Moi, au fil des années, disons dans mes plants records, j'arrive à obtenir environ 1200 fruits dans un plant durant toute la saison. Fait qu'on parle. L'avantage de la fraise alpine, c'est pas une récolte sur la quantité, mais c'est une récolte sur, disons, la qualité du fruit. C'est-à-dire, c'est beaucoup c'est beaucoup une parente, disons, de la fraise sauvage. Fait que, tu sais, quand on cueille la petite fraise sauvage à la Saint-Jean-Baptiste, mais on ne la mange pas à la fin juillet, on la mange à Saint-Jean-Baptiste, là, évidemment. Fait que, tu sais, la fraise alpine, c'est un peu le même principe. Un autre gros avantage de point de vue de fraise alpine, moi, je spécialise dans le fruit jaune parce que il n'y a pas il n'y a pas d'acidité dans les fruits jaunes qui se retrouvent dans les fruits rouges. Un gros avantage de la fraise alpine à fruits jaunes aussi, c'est les oiseaux ne la voient pas. Fait que c'est un gros plus. Là, je pense que je me suis perdu. Mais grosso modo, il existe beaucoup d'avantages, juste d'un point de vue de changement climatique. Pour vous donner une idée, moi, comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai un champ complètement en sable. Moi, je n'ai pas d'irrigation dans mes champs. Sur l'an passé, en termes de culture, c'est une année sèche qu'on appelle. Sur 5000 plants, j'ai perdu un plant. Puis, tu sais, je n'ai jamais arrosé de l'été. Même si Ariane et Roby, eux, ils travaillent beaucoup en sable aussi. Moi, je suis comme de l'école de pensée que, chaque sol a ses particularités. Puis, il n'y a pas un sol de parfait pour tous les fruits et légumes. Fait que, il faut travailler avec le sol déjà existant. Moi, je mets pas énormément d'amendements, mais je fais pour le travail dans le sable, je fais beaucoup disons, de travail superficiel, comme à la gratte, à la mossillonte, dans mes jardins. Fait que, moi, ça me permet si on veut, c'est un peu étonnant là, dans le sens que le sable peut être très drainant, mais il peut faire une très bonne rétention d'eau si c'est bien travaillé.
un peu comme en argile, mais tu ne peux pas travailler en argile comme en sable, c'est un peu le même principe. Fait que c'est pas mal ça. Oui, bien justement, je peux rebondir un peu sur ça. Il y avait une question de Téprine, justement du noyau de Zombicides. Pour tous ceux et celles qui ont des terres sablonneuses, utilisez-vous de la basalte et bentonite? Et est-ce que vous voyez une amélioration de votre sol et plantes? Moi, pour ma part, dans le fond, mais, les champs que je cultive, très souvent, c'est des anciennes prairies. Parce que, dans le fond, moi, je n'ai pas de terrain. Moi, je crée des ententes chez des gens. Puis, tu sais, disons, où est-ce que la fraise sauvage, disons, où est-ce qu'elle pousse, très souvent, c'est dans des sols disons pas riches, là, c'est pas des sols noirs maraîchers, là, si on veut. Fait que, tu sais, moi, je sais pas comment dire, là, j'amène du pays, je fais des cultures intercalaires que, tu sais, je vais comme détruire puis que je vais mettre en place, que laisser là pour une couverture hivernale, mais tu sais, euh, je mets pas des camions de basalte ou des camions de biochar ou tu sais, OK, parfait. Merci, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Moi, je pourrais rajouter quelque chose. Je suis aussi en terrain sableux. Donc, on est les trois intervenants sont en sol sableux. Je suis pas tellement porté à acheter des choses pour mettre dans mon sol. Donc, j'essaie d'être le plus autonome possible pour améliorer le sol de mon jardin. Donc, ça repose beaucoup sur des apports de matière organique que je produis sur place. J'achète un tout petit peu de vieux foin pour servir de litière pour mes poules. Mais j'ai un étang, puis à un moment donné, il a fallu que je creuse mon étang, puis j'avais mis dans le fond de l'étang 2 voyages d'argile pour imperméabiliser le fond. Je ne voulais pas mettre de toile, puis finalement, ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai creusé mon étang. Donc, j'ai récupéré l'argile que j'avais mis pour pouvoir installer une toile. Et cette argile-là, je l'ai répartie autour de l'étang dans une zone, bien évidemment, c'est sableux partout chez moi, donc dans une parcelle assez importante. Et c'est devenu, grâce à cet apport d'argile-là, de peut-être 3-4 cm à la grandeur, donc un gros pouce et demi, c'est devenu véritablement la parcelle la plus productive de mon jardin. Donc, le fait d'apporter un tout petit peu d'argile dans une terre sableuse, c'est extrêmement profitable parce que ça permet, grâce à l'argile, au sol, de fabriquer de l'humus. Et l'humus, c'est un type de matière organique qui est stable. On dit de l'humus stable, donc ça reste dans le sol. Alors que dans un terrain sableux, quand vous mettez du compost, en 2 ans, ça se minéralise, donc ça disparaît presque en totalité. Il faut toujours en rapporter pour maintenir la fertilité du sol. Mais quand on a un certain pourcentage d'argile dans son sol, il y a une production d'humus stable, c'est des acides humiques, et l'humus est stable, donc ça reste dans le sol. Donc, c'est une bonne façon de commencer à construire une terre de meilleure qualité. Mais l'argile, c'est pesant, donc charrier de l'argile dans un grand jardin, c'est beaucoup de travail. Si vous décidez de faire livrer un 10 roues de terre argileuse, il ne faut pas prendre la grosse glaise bleue qui va durcir au soleil. Donc, il faut essayer de trouver une terre argileuse qui est déjà structurée. Et si vous pouvez ajouter une terre argileuse de qualité à votre terre sableuse, bien, ça peut être un investissement qui est très, très profitable à mon sens. Voilà. Parfait, merci. Il y a Paul José qui a la main levée. Est-ce que vous voulez, êtes-vous disponible pour poser votre question maintenant? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui.
D'accord, bonjour à tous. Ma question serait pour Jean-Philippe. Moi, j'ai acheté des semences de fraises alpines, puis je voulais savoir comment partir les semis, dans quel terreau et de quelle façon. Ben, moi, habituellement, je pars excuse-moi. Habituellement, je pars mes semences dans un terreau pas mal standard, c'est-à-dire un terreau à semis. Ça à mes souvenirs, c'est le BM1 que j'utilise de berger. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je sème à la volée mes semences, puis je recouvre de vermiculite pour favoriser, dans le fond, le- l'humidité dans le sol, puis faire en sorte qu'il y ait quand même l'humidité qui plonge sur les semences. Habituellement, ça prend environ 2 semaines à 3 semaines pour la germination. Une fois, comme c'est une plante vivace, la germination, elle ne se fait pas de façon uniforme. Ça y va de façon graduelle. Fait que, moi, qu'est-ce que je conseille, c'est que vous prenez les plants qui sont disons, qui ont parti au début, puis ceux-là, vous les repiquez pour les amener en pot ou en jardin. Parfait, merci. De rien. Parfait, merci. J'ai ici Nicole Comtois qui demande les tomates qui tombent au sol à l'automne et repoussent toutes seules au printemps, produiront-elles des graines plus résistantes au froid? Yves, est-ce que ça tente de répondre ou Ariane et Robbie? Qu'est-ce que vous en pensez? Robbie, Ariane, je vous laisse répondre en premier. C'est une bonne question. J'imagine que oui, il va y avoir une certaine adaptation qui va se faire. Si tu réussis à les reproduire, puis si les graines qui ont tombé au sol réussissent à faire des tomates la même année, tu peux les garder puis refaire le même test. Mais oui, c'est intéressant. J'imagine que la nature s'adapte à tout, là. Fait que j'imagine que dans la génétique, il se crée des nouveaux caractères puis s'adapte plus au froid. Donc, ça serait à observer avec les années, garde des semences, puis observe, fais-le sur plusieurs années, puis selon moi, oui, mais je ne sais pas, ça dépend aussi de la variété en tant que telle. Il y a des variétés qui s'adaptent mieux que d'autres. Donc, ça serait une expérience. Moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je ne sais pas. Parfait. Je pense que c'est bien. Il y a Téprine aussi qui demande à Jean-Philippe, est-ce que vous faites d'autres semences de fraises qui ne sont pas des F1? Et est-ce que vous savez pourquoi il y a seulement des semences alpines en vente et non d'autres variétés? Moi dans ma plateforme, dans le fond, je fais de la vente uniquement de Yellow Wonder, qui est une fraise jaune. Parce que je vous dirais, au fil des années, c'est elle que j'ai sélectionnée et c'est elle qui vaut le plus la peine. Au fil des années, je devrais arrêter de faire des rouges parce que dans le fond, je sais pas comment dire, les oiseaux voient les fruits rouges, puis les fruits jaunes, ils ne la voient pas. Puis sinon, en termes de variété, bien que c'est une fraise très méconnue, il existe plus d'une dizaine de variétés de fraises alpines de différentes parties dans le monde. Fait que, tu sais, je sais pas comment dire. Je pense que tu sais, c'est un fruit un peu tellement méconnu que tu sais, c'est un peu comme je sais pas comment dire. C'est comme certains fruits et légumes que c'est vendu juste sous le terme générique, là, ben, dans le fond, c'est ça. Là. Puis, je pense que c'est en termes de vente de semences, c'est très méconnu. Moi, ça fait 8 ans que je travaille ardemment à la faire découvrir, que ce soit chez les agronomes et autres. Puis, euh, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Là. C'est parfait. Merci, Jean-Philippe. Flavie Morin, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez poser votre question maintenant? Bonjour. Oui?
Oui, bon, je voulais savoir, moi, j'aimerais partir des semis à l'intérieur, mais j'ai cru comprendre que si on les met sur le bord d'une fenêtre, la luminosité, n'est pas assez bonne. Alors, je voulais savoir quel type de lumière serait adéquate pour partir, des semis, intérieurs. Ou si je me trompe, puis on peut quand même les partir sans lumière, finalement, juste avec le bord de la fenêtre. Allô? Allô, est-ce que vous voulez que je réponde ou Ariane et Robbie, vous répondez? On peut s'essayer. Nous autres, dans le fond, on part tous nos semis avec des lumières artificielles. Donc, on a des différents types. On a des T5 qui sont des gros néons environ ça de gros, qui sont 4 pieds de long. Donc, on met tous nos petits plants en dessous. Puis ça germe assez bien. Ça, c'est avec la lumière artificielle. Sinon, avec la lumière du soleil, on n'a juste pas assez de lumière, nous autres, dans notre maison. On a fait très peu de tests. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il faut juste que tu sois côté sud, idéalement, puis qu'il n'y ait pas de balcon, de toit qui bloque, d'arbre ou quoi que ce soit. Donc, Ah, je suis chanceuse pour ça. J'ai de la très bonne luminosité avec une belle bay window. OK, OK. Fait que côté sud, théoriquement, tu dois être correct. C'est sûr que c'est pas la même efficacité qu'avec les néons, c'est moins constant. Mais, tu sais, anciennement, ils travaillaient comme ça, puis il n'y avait pas de lumière artificielle, puis ils arrivaient très bien à faire leur jardin. Donc, OK. nous autres, côté expérience, on ne l'a jamais fait, mais Yves, peut-être que lui a expérimenté avec la lumière naturelle. Puis, Ben, moi, je dirais que l'éclairage artificiel aide énormément pour avoir des plants plus courts et plus trapus. L'erreur qu'on fait aussi quand on n'a pas de lumière artificielle, c'est qu'on a tendance à coller nos caissettes sur le bord de la fenêtre. Et puis, des fois, ben, ça peut causer du froid parce que de la vitre, ce n'est pas tellement isolant. Donc, moi, je recommande vraiment les fluorescents Cool White, 4 pieds de long, des fixtures doubles. Et puis, ça donne vraiment des très, très bons résultats quand on a déjà accès à de la lumière naturelle qui nous donne des zones orange, rouge. Les Cool White, ils vont donner beaucoup de bleu. Et les jeunes plants ont besoin d'ondes bleues. Et quand on travaille avec des Cool White, il faut vraiment mettre les fluorescents très proches du sommet des plants. Et moi, je trouve que ça donne vraiment des bons résultats. On va prendre l'exemple des oignons qui développent des petits fils. Hein? C'est vraiment des fils. Donc, l'oignon n'est pas tellement équipé pour capter la lumière. Donc, si vous mettez vos oignons sur le bord d'une fenêtre, les plants étiolent, ils ont tendance à coucher, il n'y a pas vraiment de qualité. C'est difficile d'obtenir de la bonne qualité. Si vous ne voulez pas investir dans de l'éclairage artificiel, ben à ce moment-là, on peut retarder un tout petit peu le semis. Par exemple, les tomates, on peut les partir le 10 avril, le 15 avril, puis ça va donner des bons résultats. Puis rendu à la mi-avril, ben, on commence à avoir de la luminosité presque 12 heures, 12h30. Ça fait que ça commence à être intéressant. Mais théoriquement, ça prend 14 heures à 16 heures de lumière par jour. Donc, c'est sûr qu'au mois de mars, pour les semis d'oignons, de persil, de céleri rave, d'artichaut, ce qu'on fait très tôt, c'est pas vraiment idéal de travailler sans éclairage artificiel. Et je vous dirais que les fluorescents, ça coûte pas cher. Et puis, il y a possibilité de trouver des fixtures seconde main. Donc, il y a moyen de s'organiser à très bon prix, puis on obtient d'excellents résultats. Évidemment, maintenant, il y a de l'éclairage plus sophistiqué. On peut investir dans de l'éclairage à spectre complet aussi. Quand vous n'avez pas, par exemple, accès à de la lumière naturelle, vous pouvez y aller avec la technologie plus performante. Ça coûte un peu plus cher, mais je pense qu'une fois qu'on a acheté ce dont on a besoin, bien, on a ça pour longtemps. Donc, moi, je dirais que l'éclairage artificiel, c'est un bon investissement quand on veut jardiner d'une manière sérieuse. Donc, voilà mon commentaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Flavie. Merci.
La prochaine question de Céline Bellil, j'imagine que c'est pour Jean-Philippe, c'est est-ce qu'il vous reste des semences pour les fraises alpines? J'imagine que c'est pour en acheter. Oui, il m'en reste plusieurs centaines. Moi, comme en tant que jeune entreprise, mais je suis comme moins connu que les autres. Fait que ça sort moins vite que au portage ou ailleurs. Mais tu sais, dans le fond, en ce moment, j'offre des formats de 45 semences, un minimum de 45 semences, et un autre sachet d'un minimum de 100 semences. Il faut comprendre que les semences de fraises, mais c'est bon 5, 6, 7 ans. Sinon, je dirais même jusqu'à 8 ans. Puis, ouais, c'est ça. Ça part dans le fond à 3,55 le sachet de semences. Ça va à 4,65 pour le sachet de 100 semences. Moi, dans le fond, je fais comme les autres. Je fais de la livraison par la poste. Fait que, une fois que les commandes rentrent, les volumes de vente sont moins élevés, fait que là, ça sort beaucoup plus rapidement. En ce moment, ça tourne autour de 2 semaines pour le temps de livraison par la poste. Parfait, merci Jean-Philippe. Francine Dufort à la main levée. Francine, est-ce que vous voulez poser votre question maintenant? Ça va? Oui, ça va, on vous entend. OK. Donc, je voudrais revenir sur la courgette, là, avec la fameuse bébite. Moi, je fais partie du jardin biologique Églantier à Montréal et on a ce problème-là au moins depuis 4-5 ans. La dame tantôt qui parlait, en fait, la plupart des jardiniers vont plutôt partir avec des plants que partir avec des semis. Alors, on part avec des plants. On les achète chez les artisans de l'Aube, extraordinaire, et on les couvre. On les couvre avec un filet. Mais en fait, ce n'est pas le filet, là, c'est le fameux rideau, comment on appelait ça? Là? La lumière passe, on achète Plein ça. jour. Merci Yves. Yves, il nous connaît par cœur. Alors, les rideaux plein jour ne coûtent pas cher. On va acheter ça dans les bazars et on recouvre au début tous nos plants. Et on réussit à avoir, l'année passée, moi j'en ai eu 10 parce que j'ai pris de la courgette jaune. Mais à un moment donné, comme disait la dame, au mois de juillet, ça meurt comme d'un coup, ça. Là, on regarde, c'est tout mangé et on ne sait pas encore quoi faire avec ça. Alors, j'ai encore le courage cette année, je vais les réessayer. C'est un grave problème parce qu'on ne peut pas avoir nos courgettes puis nos courges que les gens aiment. Là. Mais il y a quelque chose qu'il faudra, Yves, que tu te penches là-dessus. J'y compte. Je ne sais pas si tu dois en faire de la courgette, non? Vous n'avez pas ce problème-là, mais je vais vous l'amener. Hein? On va vous amener un plant malade. Chérie, vous le portez. Comme ça, vous allez pouvoir le regarder dans toute sa splendeur et nous dire le remède. Oui, le remède. On veut le remède de la personne qui a beaucoup d'expérience. Parce que pour nous, notre référence principale, j'ai à peu près tous vos livres, même vos livres de poésie. Donc, on compte sur vous pour nous aider là. Merci beaucoup. Je vais faire de mon mieux. Parfait. Parfait, merci. Merci, Francine. J'ai Magda Flavien qui a demandé une question pour Jardin Villageois. Allez-vous faire les démarches pour obtenir la certification bio? Sinon, pourquoi? Bonjour. C'était pas dans nos intentions de faire les démarches. On y a déjà pensé. Le biologique, c'est vraiment au cœur de nos convictions. On achète notre épicerie 100% bio en plus de ce qu'on mange dans notre jardin. Fait que ça me tient vraiment à cœur. Fait que c'est vrai que c'est drôle qu'on ne fait pas les démarches pour avoir la certification, mais nous, on mise vraiment sur la confiance des gens. Puis, on le dit qu'on n'utilise pas de produits chimiques ou rien de tout ça. Puis, on aime ça être proche des gens, puis on le dit de façon sincère, puis qu'on cultive de façon écologique. Puis nous, on aime bien miser là-dessus. Puis, je pense que c'est ça. Puis aussi, le fait que, on est quand même proche de champs de maïs. Fait que je sais même pas si ce serait possible d'avoir la certification bio. C'est sûr que ça se rend pas dans nos jardins, vraiment. On est entouré d'arbres quand même là, qui nous séparent et tout. Mais il faudrait qu'on fasse beaucoup de vérifications. Puis je sais que les démarches sont vraiment fastidieuses aussi, que c'est beaucoup de travail, de la paperasse et tout. Puis c'est pas le genre de truc qu'on a envie de se lancer dedans. Fait que, un peu pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on ne fera pas les démarches, mais ça reste au cœur de ce qu'on fait.
Ouais. Parfait, Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ben oui, allez-y. Je comprends très bien Ariane et Robbie. Nous-mêmes, à Saint-Didas, on n'est pas certifié bio. On l'a été par le passé. Et Catherine, elle expliquait en présentation au début qu'on avait créé une espèce de certification qui s'appelle Culture Nature. Donc, vous pouvez aller sur le site de Semences du Portage pour voir en quoi ça consiste. Donc, ça repose tout simplement sur la confiance entre les clients et les producteurs. Donc, le producteur s'engage à respecter le sol, à ne pas utiliser de produits de synthèse. C'est très, très simple et il y a une traçabilité possible, c'est-à-dire que les clients, par exemple, d'Ariane et de Robbie connaissent leurs fournisseurs, ils peuvent aller les visiter. Donc, il y a une traçabilité, il y a une relation de confiance qui s'établit entre le producteur et le client. C'est un peu la même chose que quelqu'un qui fait des légumes puis qu'il fait une trentaine de paniers. Il y a une relation de confiance. Donc, dans ces cas-là, la certification, à mon sens, n'est pas une obligation. Je veux dire, les êtres humains sont capables de se faire confiance, sont capables de développer des relations d'affaires qui reposent sur la confiance. Alors, c'est un peu pour ça qu'on a créé cette espèce de certification qui s'appelle Culture Nature. Il y a un logo, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Donc, s'il y en a qui ont envie d'utiliser cette appellation-là, vous avez juste à écrire à Catherine, puis elle envoie le logo. Puis sur le site de Catherine, vous avez une page qui explique l'engagement du producteur par rapport à sa clientèle quand on est en culture nature. C'est très, très simple. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'administration. C'est vraiment une certification qui repose sur la confiance entre le producteur et sa clientèle. Voilà. Excellent, super intéressant. Il y a Mylène Massicotte qui aimerait prendre la parole. Mylène, est-ce que vous êtes parmi nous? Parfait. Ben, on va passer à la prochaine question. Il y a Paulina. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, ça disait. Bien, moi, j'avais une question un peu pour tout le monde, là, dans une perspective de changement climatique. À quel point vous faisiez de la sélection pour, par exemple, avoir de la roquette qui serait plus tolérante à la chaleur, toutes les crucifères, en fait, puis des pois aussi qui sont capables de donner, même s'il commence à faire chaud, même si les printemps, en fait, sont vraiment intenses au niveau de la chaleur. À quel point vous stressiez les plantes aussi en leur donnant un petit peu moins d'eau puis que vous fassiez de la sélection dans cette perspective-là. Ou même des fois diminuer la fertilisation pour avoir des plantes qui peuvent être plus frugales. Des fois, on dirait que les plantes sont paresseuses. Ils vont fonctionner si on leur donne beaucoup de trucs. Mais des fois, je me demande, c'est ça, à quel point vous faisiez pousser les plantes un peu des fois en dehors de leur zone de confort pour créer plus de résistance puis des plantes plus fortes. Ben, moi, si je peux répondre, moi, d'un point de vue de la fraise, comme ça fait 8 ans que je suis en recherche et développement pour développer la culture au terme du Québec, ça fait 8 ans que moi, je la stresse énormément, dû par ma sélection. Dans le fond, comme je suis principalement en sable, comme je disais un peu plus tôt, moi, je n'ai pas de système d'irrigation. Je crois beaucoup beaucoup plus, disons, stresser les plantes pour effectuer une sélection, c'est-à-dire soit en donnant beaucoup moins d'eau ou en amenant des facteurs de stress justement dus au changement climatique, parce que dans le fond, il y a quand même une influence assez marquée. Je pense que Yves, il pourrait sûrement nous en parler. Ça fait assez d'années qu'il est dans le domaine pour voir l'effet des changements climatiques sur les saisons d'une place à l'autre. Moi, pour ma part, je mise beaucoup plus justement à développer des plantes qui vivent pas d'eau constamment
pour éviter le fait que quand moi, je sais pas comment dire. Mon objectif, moi, c'est d'en faire des plantes résistantes pour le changement climatique et non pas des plantes gourmandes sensibles à toutes les maladies et autres. Fait que, pour ma part, je fais beaucoup de direction dans ce sens-là. Excuse, vous voulez Non, vas-y. Ben, c'est ça, de notre côté, on fait un peu pareil, c'est-à-dire qu'on adapte nos plantes à la sécheresse, mais pas tous, parce qu'on ne veut pas non plus provoquer la montée en graines trop rapidement pour certains sujets. Donc, il y a des plantes qu'on fait attention, qu'on peut se permettre de l'arroser moins ou pas du tout. Alors, on prend d'autres moyens, on paille, dès qu'on met un couvert, déjà, ça limite, ça diminue l'évaporation, puis ça évite qu'on arrose beaucoup. Donc, les tomates sont super, s'adaptent très bien à ça, les aubergines aussi, mais on a des plantes qui, si on fait ça, exemple, avec la roquette, ça monte trop vite en graines. C'est un caractère non souhaitable, donc on fait attention quand même. Donc, on continue à arroser au printemps. Donc, ça dépend de la plante, ça dépend de ton sol et de l'environnement en tant que tel. Mais oui, c'est une chose à faire, je pense, d'adapter nos plantes à ce qui s'en vient et à ce qui se passe présentement. Puis, c'est ça, c'est le travail des semenciers, c'est le travail à tous. Il suffit de garder les semences, de les adapter année après année à différents stress. Puis, ça va juste se renforcer. Puis, l'information génétique va rester dans la semence. Puis, c'est ça, en gros, là. On ne travaille pas de serre aussi, fait que nos plants sont bien adaptés au vent. Oui, au vent, parce qu'on a beaucoup de vent ici. Là. Ouais. Ben, c'était une très bonne réponse. Moi, j'ajouterais que si on prend l'exemple de l'année passée, ça a été une année chaotique au niveau du climat. On a connu des sécheresses printanières, des écarts importants de température. Donc, on n'a pas envie de stresser nos plantes davantage. Déjà, avec le climat qui change, les plantes sont obligées de s'adapter. Donc, on ne va pas en plus les stresser davantage. Donc, on est actuellement dans les changements climatiques. Donc, juste de cultiver dans ce contexte-là, ça fait en sorte que les végétaux s'adaptent année après année aux conditions futures qu'on va connaître. Donc, on n'a pas vraiment besoin de les stresser davantage pour les adapter. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Merci. Il y a Paulina Yepes qui a la bain levée depuis un petit moment. Paulina, est-ce que vous voulez poser votre question, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, ce n'est pas technique, vraiment. Moi, j'envisage peut-être faire un changement de carrière. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup aussi dans le festival qui se posent ces mêmes questions. Donc, je lis beaucoup, j'écoute des reportages. Dernièrement, j'écoutais un qui était fait par la Semaine verte. Ça s'appelait « La détresse dans nos campagnes ». Donc, ça parlait de cette investigation-là, de cette recherche-là qui a fait ce journaliste sur le stress dans les milieux agricoles. Ça summarisait un peu que c'était l'endettement, la compétition internationale, le manque de main-d'œuvre, aussi les changements climatiques, et ça faisait en sorte que ce sont des sources d'inquiétude pour les producteurs. Mais ce qui m'a frappé beaucoup, c'était que ça parlait que 3 des 4 producteurs vivaient dans le stress. Ouais, c'est ça. Vous vivez dans le stress ou 50. Il y avait une autre étude que c'était 58% vivaient de l'anxiété. Et l'autre chiffre, c'était pour des hommes, ça comptait le nombre de suicides pour les hommes qui ont le même âge.
et comparer les taux de suicide dans des producteurs contre la population qui est normale, là, qui travaille dans notre secteur. Et c'était le double. Donc, je me demandais si c'est quelque chose que ça vous touche, si c'est quelque chose que peut-être c'est pas juste lié à la partie de travail de la terre pour la partie des plantes, ou si c'est plutôt quelque chose fait quelque chose qui arrive aux producteurs agricoles qui travaillent avec des animaux. Donc, je m'excuse pour le long de la question, mais voilà, c'est ça. Je veux savoir votre opinion sur ça. Si je peux me permettre, est-ce que, dans le fond, c'était par rapport aux préoccupations, au côté négatif un peu du métier de semencier locaux? Peut-être, je ne sais pas si vous avez des pensées à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'ajouter quelque chose? Ben, moi, je peux donner mon point de vue sur cette question-là. Les changements climatiques apportent du stress, ça c'est sûr, parce que les vents sont plus violents. La pluviométrie est déséquilibrée. L'année dernière, écoutez, au printemps, il n'y a pas plu ou si peu. Les plants sont jeunes, on vient de les transplanter, ils n'ont pas un gros système racinaire. Moi, je me levais à 4 heures du matin pour aller travailler dans le jardin. On était en canicule en plus. C'était très difficile d'être dans le jardin à partir de 10 heures. Puis ça, c'était tôt au printemps. Là, on ne parle pas du mois de juillet, là, on parle du mois de juin. Ça a été un printemps horrible, je pourrais dire ça, l'année passée. Je n'ai jamais connu ça. C'était mon 41e jardin et je n'ai jamais vécu un printemps comme ça. Donc, oui, il y a du stress. Par contre, au mois de juillet, la pluie est revenue. On dirait que les plantes attendaient juste ça. Ça a explosé la végétation. Donc, on a commencé à respirer un peu à partir du mois de juillet. Tout le retard accumulé s'est dissipé et puis on nageait dans la félicité. Il faisait moins chaud aussi. Donc, il y a toujours une espèce d'équilibre qui se passe. C'est vraiment particulier. Et puis, c'est ça. Il faut être capable de composer avec ça. C'est une réalité, les nouvelles bébites, mais pas au point de penser d'abandonner ou de dire que c'est une vie qui n'a pas d'allure. Je pense que pour aborder la question des changements climatiques, on est très, très bien dans un jardin. Je ne sais pas si Ariane et Roby et Jean-Philippe diraient la même chose, mais moi, j'ai des racines qui me poussent en dessous des pieds. Est-ce que vous voulez répondre rapidement? Parce qu'il nous reste un petit 2 minutes là, à cette foire aux questions. Je suis vraiment surprise, agréablement surprise par votre participation. Hein. Vous êtes environ 200, puis on a autant de questions. Évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes ces questions-là. Comme je vous avais mentionné, vous pouvez contacter les intervenants par courriel avec bienveillance, évidemment. Donc, je suis désolée, Roby, si vous voulez, Roby et Ariane, si vous voulez ajouter quelque chose, mais je conclurai tout de suite pour terminer à temps. Donc, Catherine, Yves, Ariane, Roby et Jean-Philippe, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que ça a été très enrichissant pour tout le monde. Je remercie tous les participants qui ont posé d'excellentes questions. Je vous invite aux prochaines foires aux questions d'aujourd'hui. Il y en a une à 1h, et une à 3h, puis une conférence également en soirée à 7h, à 19h. Donc, je vous remercie énormément. Vous pouvez aussi participer remplir le formulaire d'appréciation, là, comme ça avait été mentionné plus tôt. Donc, merci énormément aux panélistes, à tout le monde. Je vous souhaite une agréable journée. En plus, il fait super beau. Merci, Julie Walsh. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.
Merci, Catherine. Au revoir, Jean-Philippe, Ariane et Robbie. C'était un plaisir de partager l'écran avec vous. Bonne saison. Bonne saison. Merci pour votre écoute.